On peut continuer. Nous avons dit que le droit international public était défini comme l'ensemble des règles de droit qui s'appliquent au sujet de la société internationale, c'est-à-dire normalement aux États, virgule, aux organisations internationales et exceptionnellement aux individus. Pardon? C'est-à-dire. Pose bien la question, mademoiselle. Nous avons dit que le droit international public était défini comme l'ensemble des règles de droit qui s'appliquent au sujet de la société internationale, c'est-à-dire normalement aux États ainsi que aux organisations internationales. Mais il y a une exception qui fait que l'individu devienne sujet dérivé du droit international public. C'est clair? De par cette définition, nous constatons que la société internationale est composée des États, des organisations internationales, de multinationaux, des ONG internationales, les secrétaires généraux de l'Organisation des Nations Unies, un exemple de personnes avec envergure. Les personnalités d'envergure, c'est quoi? Ça vous dit quelque chose? Oui. Pas seulement ça, c'est une partie de la réponse. Une personnalité d'envergure, c'est quelqu'un qui à son actif n'a pas d'antivaleur. C'est quelqu'un qui regorge toutes les valeurs pouvant le permettre d'être trouvé sans faille. Vous comprenez? Une personnalité d'envergure, c'est une personne qui est irréprochable, un modèle, un exemple. On peut les citer sans que quelqu'un sente un poids. Souvent, ils sont utilisés dans les arbitrages, l'arbre à palabre. Tout le temps qu'il y a des négociations, tout le temps qu'il y a des problèmes entre les États, les chefs d'État, on utilise quoi? Un intermédiaire pour faire l'arbitrage, pour faire en sorte que les deux parties se concilient. Ces personnes-là sont des personnalités d'envergure. Nous avons vécu des cas ici. C'était le cas de qui? Exemple, qui encore? Récemment, il y avait un autre. Edem Kodjo. Les personnalités d'envergure, au fait, sont des personnes qui ont eu à gérer une entité publique, qui ont eu à être dans une gestion, mais ils ont été retrouvés sans faille. Ils ont des valeurs, ils ont des crédits. On appelle ça crédit. Ce sont des modèles, ce sont des exemples. Quand ils parlent aux gens, les gens l'écoutent. C'est ce qu'on appelle personnalité d'envergure. Mais dans cette catégorie, personnalité d'envergure, j'ai pris un seul exemple, le type de secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies. Les secrétaires là des Nations Unies, ils sont aussi souvent utilisés dans des missions ou bien dans des conflits, parce que leur présence
constituent un espoir. Ils peuvent intervenir dans une situation et souvent ils sont écoutés. Compris? Maintenant, quand nous parlons de la communauté internationale est l'ensemble des 6 composantes. Nous avons cité les États, les multinationaux, les organisations internationales, les ONG internationales, les personnalités d'envergure et les OI. Ça va? Quand on dit communauté internationale, même aux informations, ayez déjà à l'idée l'ensemble de ces composantes, c'est ce qui est déclaré communauté internationale. La différence entre le droit international public et le droit international privé. Entre ces branches, la différence se situe au niveau de leurs objets, qui sont: le droit international public a pour objet de régler les rapports de nature publique entre les sujets de la société internationale, c'est-à-dire les États, ainsi que les organisations internationales principalement. Pourquoi nous disons principalement? Mais parce que nous avons souligné une exception. Nous avons souligné une exception. L'individu comme sujet dérivé. C'est pourquoi on a dit principalement. C'est clair? Oui. Alors que le droit international privé, lui, a pour objet de régler les rapports entre personnes privées ainsi que les entités privées sur la scène internationale. C'est un droit spécial. C'est un droit spécial applicable aux personnes privées impliquées dans les relations juridiques internationales. C'est un droit spécial applicable aux personnes privées impliquées dans les relations juridiques internationales, dans les rapports juridiques internationaux ayant un élément d'extranéité. L'organe étatique appelé à les examiner, soit mis en contact avec organes juridiques étrangers, même particulièrement, peuvent constituer un élément d'extranéité aux yeux de l'organe de l'État. Dans les rapports juridiques internationaux ayant un élément d'extranéité, l'organe étatique appelé à les examiner, soit mis en contact avec organes juridiques étrangers, même particulièrement, peuvent constituer un élément d'extranéité aux yeux de l'organe de l'État. Dans les relations des droits privés internationaux, le droit privé international régit les rapports entre individus qui est sujet du droit privé international avec les entités privées internationales qui ont un rapport juridique avec le droit privé international. Vous comprenez? Mais cela implique
des particularités. Parce que ces organes-là, en les examinant, on peut aussi les mettre en contact avec un organe juridique étranger. Et cela va constituer un élément d'extranéité. Extranéité, c'est une exception. Quand on dit un élément d'extranéité, c'est un élément exceptionnel. Je dis, dans ces rapports juridiques internationaux, ayant un élément d'extranéité, l'organe étatique appelé à examiner, soit à mettre en contact avec un organe juridique étranger. On appelle, dans le domaine des droits internationaux, même quand il s'agit par exemple d'une situation à gérer, on peut aussi choisir, comme on a parlé des personnalités d'envergure, on peut aussi choisir un autre organe pour gérer un conflit, une crise entre un individu sujet du droit privé international avec une entité privée ou un autre individu aussi sujet du droit privé international. Il s'agit de deux personnes, n'est-ce pas? Mais qui sont sujets du droit privé international. Je prends l'exemple, le mariage des personnes avec nationalité différente. Vous comprenez? Un Belge qui s'était marié à une Congolaise, ils ont mis au monde un enfant, par exemple en France, et la loi française impose sa nationalité sur l'enfant. Maintenant, au moment des divorces, ces deux individus, ils sont sujets du droit privé international. Mais ils ont un problème qui entre en rapport avec les domaines juridiques internationaux privés. Parce que maintenant, ils sont face à une situation de divorce. On doit trouver quel est l'organe privé, l'organe compétent des entités ou du rapport privé de droit pour régler cette situation. Quel sera le tribunal compétent? Est-ce c'est un tribunal du droit public interne? Est-ce c'est un tribunal du droit public international? Ça sera un organe du droit privé international, mais compétent pour connaître de cette affaire. Ça se comprend. Quand on dit individu, sujet privé du droit, sujet du droit privé international, que ça ne vous embrouille pas. Tu es déjà un individu, tu peux faire l'objet d'un rapport juridique privé international. Lorsque vous pouvez seulement vous retrouver face à une situation qui nécessite que les droits privés internationaux interviennent. J'ai pris l'exemple d'un mariage entre deux personnes de nationalités différentes qui ont mis un enfant au monde qui a aussi une nationalité différente de ses parents. Et ces gens-là veulent divorcer. C'est un problème du domaine privé international. Ça sera en rapport avec le droit privé international. On ne sera pas dans le public. Est-ce que ça se comprend? Là, on n'a plus les sujets État et OI, parce que là, c'est dans le droit public international. Ici, l'individu, il devient sujet en tant qu'individu ayant en rapport un problème qui nécessite l'intervention du droit privé international. On ne va pas dire comme notre frère, c'est un Congolais, malgré qu'il était marié à une Belge et leur enfant est français, que la loi congolaise puisse pencher sur l'affaire.
nous allons entrer dans les droits comparés pour chercher quel est l'organe privé compétent pour connaître de l'affaire. À haute voix. Ne bourdonnez pas, c'est les cours. Hein. Pas seulement l'individu, même les entités privées. Oui, c'est dans les domaines privés, pas dans les domaines publics. Voilà pourquoi nous disons différence entre le droit public international et le droit privé international. L'international n'a pas que le domaine public, il a aussi le domaine privé. Ça, c'est un exemple du domaine privé. On peut évoluer? Oui. Vous entendez qu'il y a du bruit au couloir. Haussez les voix et puis tenez vous-même debout pour nous aider à écouter. Les frères. Les entités privées peuvent être Je n'ai pas suivi. Oui. Concernant le fait qu'il y a des pour être sujet du droit, il faut être un individu. Il a compris qu'un individu est sujet du droit privé. Ça, c'est vrai. Même les entités privées aussi sont sujets du droit privé international. Ça, c'est ta recherche. Je vous ai donné les moteurs de... Maître Nyanga, bonjour. Je vous ai donné les moteurs de recherche. Des pareilles questions, vous ne devez plus me poser. Tu dois entrer dans Google, écrire entité privée internationale. On va te sortir des réponses. Si je vous ai donné ces moteurs, c'est pour que vous alliez vous-même répondre à certaines questions que vous devez nous poser ici. D'ailleurs, c'est un concept. Prenez ça, assistant. Entité privée, publique et privée, et plutôt entité privée internationale. Entité publique internationale. Oui? Je vous en prie. Moi, j'ai une conviction là-dessus. Si nous étudions vraiment l'approfondissement de la CPI, apprendre comme si l'infraction n'est pas individuelle, c'est un droit on sous-entend que l'infraction est individuelle. Mais moi, je ne pense pas. Celui qui a donné l'ordre d'aller tuer quelqu'un, ça va faire le métier Paul Kagame a donné l'ordre les gens allaient les droits, les chichis, les demandes de Jésus, d'aller tuer les Congolais. On n'a pas vu l'acte de Kagame a pris l'enchère pour tuer les Congolais. On sous-entend ces paroles qui sont sorties pour que les Congolais soient morts. Ça aussi, c'est une infraction parce qu'on dit l'individuel, c'est la personne humaine qui prend l'acte de tuer, qui n'a pas pris l'acte. Peut-être qu'il a trouvé seulement l'ordre. Merci beaucoup pour la question. Il dit, en droit, il est de principe que l'infraction est individuelle. Mais il se rend compte ici que les infractions ne sont plus individuelles par le fait que ceux qui ont commis l'action ont été commandités par certaines autres personnes, mais ce sont les auteurs commanditaires qui sont sanctionnés, n'est-ce pas? Je vais répondre par dire ceci. En droit, quand on parle de l'infraction, il faut qu'il y ait présence de deux éléments constitutifs. Il y a l'élément matériel ainsi que l'élément moral. L'élément moral est constitué de ce qu'on appelle l'intention.
C'est pourquoi quand il y a des crimes, des meurtres, des accidents qui causent la mort, on dit c'est un meurtre préterintentionnel, par exemple. Ou on peut dire, devant le tribunal, on dit circonstances atténuantes, circonstances aggravantes. Ça intervient pourquoi les juges regardent dans l'intention de celui qui a commis l'infraction. J'étais en train de venir rapidement. Je ne savais pas que derrière celui qui était devant moi, il y avait un trou. Nous sommes au 3e niveau. Pendant que je viens, je voulais passer parce qu'étant pressé, je bouscule. Je n'ai pas bousculé pour faire mal, mais parce que l'espace où moi je devais passer est trop petit. Je suis obligé de bousculer pour que j'aille le passage. La personne en face de moi culbute et tombe dans la fossée. À partir du 3e niveau, il trouve la mort. Est-ce que lorsque je suis sortie de chez moi, j'avais prévu de les tuer? Non. Je ne les connais même pas. C'est une circonstance qui arrive sans être préparée par ma conscience. Je me trouve devant un cas de meurtre, on dit criminel, tu as tué quelqu'un. D'office, la loi ordonne que je sois mise aux arrêts. Et quand je vais me justifier devant le tribunal où mon avocat va dire, monsieur le juge, ma cliente n'avait pas l'intention de donner la mort. C'est une mort intervenue par accident. C'est pourquoi je vous prie de bien vérifier dans son intention. Son intention était laquelle? Son intention était de passer. Son intention n'était pas de tuer, mais par accident, par imprudence. Parce qu'il y a les infractions commises par imprudence. Mais cela n'efface pas le caractère infractionnel de l'acte. L'acte existe. La personne est décédée. Il y a eu imprudence de la part d'une partie. Mais cette imprudence ne te justifie pas. Mais au moins, ça va amoindrir la peine. Différemment de quelqu'un qui dit, assistant Jephté, mercredi à 23h, viens me prendre chez moi. Je vais aller quelque part. Lui, il me demande, on va aller où? Nous devons aller à telle adresse. Je vais en finir avec quelqu'un. L'assistant Jephté vient chez moi. Nous quittons à 23h armés de machettes ou bien armes blanches autres. Nous allons à cette adresse, nous tuons quelqu'un. Nous avons eu à préparer. Donc, si nous venions et que cette personne n'était pas là, on pouvait repasser. Mais est-ce la personne qui est tombée de l'immeuble, si cette occasion ne s'était pas présentée et que la personne n'était pas en face de moi à ces instants-là, au moment de l'acte, est-ce que prochainement, j'allais le faire tomber? Maintenant, les infractions sont commises par la personne elle-même à cause de ses mobiles personnels, tout comme par la personne, mais pour des mobiles d'autrui. Ça engendre ce qu'on appelle en droit l'élément commanditaire et l'élément matériel. L'agent matériel ici, c'est un robot à qui on paye de l'argent pour accomplir la sale besogne. Est-ce que la personne utilisée, payée pour tuer, avait l'intention de tuer? N'a pas de conflit avec la personne. Mais on dit, Madame Solange, tu as $10,000 ici, comme toi tu vis avec la personne, prends cette poudre, mets pour la personne, moi je vais exterminer la personne parce qu'il m'a fait ceci. Moi je ne fais qu'accomplir la volonté de quelqu'un d'autre. Moi qui ai accompli, je suis agent matériel. Celle qui m'a envoyé est l'élément moral, le commanditaire. Est-il innocent? Non. Maintenant, où est l'absence du caractère individuel de l'infraction? Parce qu'en ce moment, nous sommes complices. Le droit est complet, messieurs. Il ne faut pas dire que l'individualité de l'infraction n'existe plus. Ça existe. Mais nous sommes maintenant dans un cas
d'un commandant des troupes. Ce que je viens d'expliquer ici, c'est la complicité entre les personnes. Mais nous sommes en dehors de la complicité, nous allons dans le domaine de la responsabilité civile. Je suis votre enseignante, n'est-ce pas? Je dis, sors, achète-moi les gigas. Pendant que tu sors, ou bien je dis, prends mon véhicule, achète-moi les gigas. Tu sors avec le véhicule, tu ramasses quelqu'un, la personne trouve la mort. Tu reviens, tu m'informes, nous suivons, en tant que responsable, la personne est déjà partie. Qui a commis l'infraction? C'est lui qui était au volant. Mais en tant que propriétaire de la voiture, je deviens le responsable civil. Je suis astreint aux réparations et aux dommages. Mais toi, tu seras pris parce qu'il y a eu mort d'homme. Tu dois être incarcéré. Dans le même ordre d'idées, nous rentrons dans la responsabilité d'un commandant de troupes armées. Il envoie ses agents militaires ou policiers et ce dernier parte poser des actes infractionnels. On a vu nous avons vu la tenue de la FARDC. Ils ont fait quoi? Ils ont mangé des pygmées. Qui ont brûlé les villages là? Ce sont les militaires de l'armée de la FARDC. Ils étaient habillés comme ceci avec leur badge de République démocratique du Congo. On connaît ces gens individuellement. Qui est-ce qu'on va reconnaître? C'est le chef commanditaire qui a été sous la responsabilité de la brigade qui a posé les actes. Pourquoi lui il devient responsable? C'est parce que le droit international humanitaire renseigne sur la méthode de faire la guerre. Tout commandant est tenu en tant que responsable civil des actions perpétrées par les éléments de sa troupe de leur prodiguer les règles du DIH. Et ces règles du DIH interdisent une somme de choses. Lorsqu'on viole, celui qui répond, c'est celui qui n'a pas bien enseigné sa troupe. C'est en vertu de cette responsabilité civile que vous allez voir Mbemba être arrêté, Thomas Lubanga être arrêté, l'autre là Katanga être arrêté. C'est pour des actions posées par les agents ou le personnel des troupes commandées par eux. Et là, le caractère individuel de l'infraction n'est pas effacé parce que le droit doit être complet. Quand moi je t'envoie pour aller acheter les gigas, quand moi je t'envoie par exemple pour aller faire quelque chose, mais je ne te dis pas, quand tu arrives là-bas, il ne faut pas violer. Tu violes, tu reviens, on dit qui l'avait envoyé là-bas, c'est Madame Solange. Pourquoi il a violé? Il dit, je ne savais pas que violer c'est mauvais. Qui est mauvaise? C'est moi. Parce que tu n'as pas été enseigné. C'est clair? Oui, monsieur. On doit évoluer, il y a trop de questions. Les gens aiment connaître les droits en un jour. On est déjà sorti même du cours, nous sommes dans DIH. Donc il ne faut pas me perdre beaucoup de temps parce que là, on doit finir avec les matières. Une seule question. Merci beaucoup, madame, pour la parole. Moi, puisque vous venez de parler du témoignage. Le témoignage des individus qui témoignent que nous avons vu. Je prends l'exemple que vous avez fait ici par rapport aux militaires de Demba. Ils avaient tel témoin. Nous pouvons dire que, est-ce qu'on peut se fonder sur un témoignage d'un individu? Puisqu'il peut avoir l'intention aussi de nuire. Tu vois que tu m'amènes dans un autre domaine. Ici, nous sommes dans l'introduction du droit public. Maintenant, vous m'amenez dans le droit de la guerre, qui est tout un cours de DIH. J'ai essayé de frôler pour rencontrer les préoccupations de l'ami, mais je ne peux pas entrer dedans. Mais seulement, les témoignages est une source de preuves. En droit, il y a 5 modalités de preuves. Et parmi ces 5 modalités, il y a les témoignages.
une seule personne peut témoigner objectivement, tout comme un groupe de gens peut témoigner mensongèrement. Tout dépend de celui qui écoute les témoignages. Il a la possibilité de sonder pour savoir ce témoignage est-il objectif ou non. Ça va? Le droit international privé est essentiellement constitué par des règles fixées par chaque État. Le droit international privé est essentiellement constitué par des règles fixées par chaque État. Lorsque son droit interne est en conflit avec d'autres États à l'occasion d'un conflit de droit international privé. Essentiellement. Donc, l'organe qui a fait soit avec la fondation. C'est pas pour les lois c'est dans quelle phase? L'organe étatique appelé à les examiner, soit mis en contact avec l'organe juridique étranger, même particulièrement, peuvent constituer un élément d'extranéité aux yeux de l'organe de l'État. Dans les rapports juridiques internationaux ayant un élément d'extranéité, l'organe étatique appelé à les examiner, soit mis en contact avec organes juridiques étrangers, même particulièrement, peuvent constituer un élément d'extranéité aux yeux de l'organe de l'État. Et là, j'ai même soulevé certains exemples. Les domiciles à l'étranger, virgule, la nationalité étrangère, virgule, la situation d'un bien sur le territoire d'un État étranger. Tu as une ferme à Brazzaville, n'est-ce pas? Toi, tu es Congolais d'ici. Tu as ta ferme à Brazzaville. Tu apprends que un Congolais de Brazza est allé s'accaparer de ta concession. Ce qui te fait entrer dans un conflit, c'est rien. Mais toi, tu es Congolais d'ici, tu es en conflit avec un Congolais de Brazza qui a spolié ton terrain. C'est un conflit, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est un conflit entre les individus privés, n'est-ce pas? Avec un rapport avec le droit privé international. Parce qu'il s'agit de deux États différents. On va utiliser la loi de quel pays? On ne peut pas utiliser la loi de la RDC, non plus la loi du Congo-Brazza. On doit trouver dans la loi comparée quel droit applicable à ces conflits. Mais nous sommes dans le domaine privé. Vous voyez? Yo. Le droit international privé est essentiellement constitué par des règles fixées par chaque État.
interne est en conflit avec d'autres États à l'occasion d'un conflit de droit international privé. Le droit international privé, est-ce que vous suivez, est essentiellement constitué par des règles fixées par chaque État. Le Congolais d'ici, devant la juridiction compétente, les avocats vont évoquer les règles établies par l'État congolais. Les avocats du Congolais de Brazza vont aussi évoquer les règles établies par le Congo-Brazza. Mais qu'est-ce qui va les concilier? C'est l'organe compétent qui sera utilisé comme intermédiaire dans ces conflits, qui aura à son niveau la loi sur le respect des règles privées internationales pour régir à ces conflits des deux États différents. C'est clair? Hein? Pour ce qui est de la dénomination, l'expression droit international sert à qualifier aussi le droit international privé, tandis que l'on est obligé de dire droit international privé toujours. C'est la tautologie. Pour ce qui est de la dénomination, l'expression droit international sert à qualifier aussi le droit international privé, tandis que l'on est obligé de dire aussi droit international public. Hein? Pour ce qui est de la dénomination, l'expression droit international sert à qualifier aussi le droit international privé, n'est-ce pas? Tandis que l'on est obligé de dire droit international public toujours. Cela veut dire quoi? Quand on parle de droit international privé ou du droit international public, hein, si vous voulez les abréger, vous pouvez d'emblée dire le droit international. Maintenant, ça dépend de la matière pour savoir que nous sommes dans le privé ou bien dans le public. C'est juste une explication. Oui, quelqu'un me rappelait là. J'avais fini la phrase, demande à tes voisins. Je n'avais pas terminé. Lorsque quoi? Et en conflit avec d'autres États à l'occasion d'un conflit de droit international privé. Point. Cela veut dire ceci. Le droit international privé est essentiellement constitué par des règles fixées par chaque État. J'en ai donné les exemples, n'est-ce pas? Mais ils sont constitués par ces règles fixées par chaque État lorsque son droit interne est en conflit avec d'autres États à l'occasion d'un conflit de droit international privé. C'est clair? J'ai donné l'exemple d'un Congolais d'ici en rapport avec un Congolais de Brazza sur la ferme appartenant au Congolais de Kinshasa. Lorsque son droit, le droit du Congolais de Kinshasa, est en conflit avec le Congolais de Brazzaville, ses avocats à lui amènent la réglementation que notre État a constituée en cas de conflit de droit privé international. Mais même pour le Congolais de Brazzaville. Maintenant, comment on va pallier
c'est lorsque le juge ou l'organe compétent pour connaître de cette affaire va apporter maintenant sa conclusion dans l'affaire. La conclusion sera basée sur quoi? Sur le droit privé international. Ils auront la possibilité d'épuiser dans les normes ou les règles du droit privé international pour régler ces conflits. J'avais parlé de ça, non? Quand j'explique qu'il y a des choses qu'il faut prendre, il y en a qu'il ne faut pas prendre. Souvent, j'aime que vous preniez les explications parce que les syllabus vous rejoignent. N'est-ce pas? Historique. Depuis la naissance de l'État moderne jusqu'à la Première Guerre mondiale. Premier point, naissance de l'État moderne interétatique. Nous sommes maintenant dans l'historique du droit international public. Est-ce que moi je dois te dire 2 points, virgule? Quand je le dis, c'est par mégarde. Tu dois savoir où je m'arrête, où je continue. J'ai dit historique, n'est-ce pas? Premier point, naissance de l'État moderne interétatique. Mets ta virgule comme tu veux, mets ton point comme tu veux. On peut continuer? Non ou bien oui? C'est quoi la difficulté? C'est quoi la difficulté? Vous avez dit non. C'est quoi la difficulté? Personne ne prend la parole. Quelle phrase? L'État moderne est né à la suite de l'émancipation des monarchies européennes. L'État moderne est né à la suite de l'émancipation des monarchies européennes, virgule, de la double tutelle de la papauté et du Saint-Empire romano-germanique. L'État moderne est né à la suite de l'émancipation des monarchies européennes, de la double tutelle de la papauté et du Saint-Empire romano-germanique. Exemple de quelques États: Angleterre, France, Espagne, Suisse, Hollande, Russie, Allemagne et Italie. Seulement en 1870. L'État moderne apparaît au XVIe siècle et est fondé sur 2 concepts clés: la souveraineté et la laïcité. L'État moderne apparaît au XVIe siècle et est fondé sur 2 concepts clés qui sont la souveraineté et la laïcité. Mais la souveraineté est fondamentale. Le concept de souveraineté est le fondement théorique des États modernes. Le concept souveraineté est le fondement théorique des États modernes. Ce concept a été forgé par Jean Bodin. Ce concept a été forgé par Jean Bodin, théoricien royaliste français, qui était le premier à utiliser l'expression
res publica pour désigner l'État. La res publica, c'est les droits de la gouvernance. La res publica, c'est le droit de la gouvernance de plusieurs ménages et de ce qui est commun avec puissance souveraine. Là, ce sont des théories. Selon Jean Bodin, son ouvrage le plus connu, Les 6 livres de la République en 1576. Droit de la gouvernance de plusieurs ménages et de ce qui est commun avec puissance souveraine. Selon Jean Bodin, dans son ouvrage le plus connu, Les 6 livres de la République en 1576. C'est là qu'il a parlé de res publica, qui veut dire la chose publique ou l'État. Il est quel? La consécration de l'ordre interétatique par les traités de Westphalie. Prenez-moi le concept de traité de Westphalie. Traité de Westphalie. Toi, tu ne connais que Phalie, non? Westphalie. Mets l'orthographe. Regardez au tableau. Si on devait aller jusqu'aux après-midi, j'allais déjà faire intervenir un groupe pour que vous voyez comment le groupe doit fonctionner et comment ils vont rester. Malheureusement, on vient de m'informer que après-midi, il faut que le professeur Serge vienne. Si du moins j'ai une journée pleine, ça va nous aider. Parce que j'aime, après-midi, entrer avec les étudiants dans les initiations de comment fonctionner. Ma charge est finie. Comme je n'ai plus de charge et puis vous n'avez pas le courant, il y a le courant. Il n'y a pas de prise. Non, on entre maintenant